tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Ils sont partout, vous piquent pendant votre sommeil ou même pendant la journée. Les moustiques envahissent en cet été nos espaces verts. Alors pour y remédier, la métropole de Bordeaux a lancé une opération démoustification. Explication de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, à suivre dans un instant dans ce journal. Un instrument étonnant aussi à suivre et à découvrir dans ce journal, la scie musicale. Cette lame sonore est de plus en plus utilisée par les artistes. Dans la Loire, vous allez le voir, un artisan en a fait sa spécialité de fabrication. TL7 s'est glissé dans son atelier tout à l'heure. Enfin, elle constitue l'une des plus belles cavernes d'Europe. Le gouffre géant de Cabrespine est un site exceptionnel. La rédaction de Via Occitanie nous racontera son histoire. Une virée souterraine saisissante, vous le verrez en fin d'édition. Ils sont partout et peuvent parfois gâcher vos soirées d'été. Les moustiques adorent la chaleur et l'humidité. Et si la plupart des piqûres sont sans danger pour la santé, prenez garde tout de même aux moustiques tigres. Ce nuisible venu d'Asie il y a 20 ans est désormais implanté sur une bonne partie du territoire français. À Bordeaux, vous allez le voir, le centre de démoustification de la ville est sur le pied de guerre et scrute particulièrement les eaux stagnantes. Un reportage d'Alix Fourcade et de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Dans cette vieille baignoire d'un jardin de Bacalan se joue une véritable scène de crime. Les équipes de Bordeaux Métropole y versent une bactérie tueuse de larves de moustiques. Les granulés sont enrobés de bacilles qui va être relargués dans la lame d'eau et la larve, en filtrant l'eau, va ingérer ces bacilles qui, par un processus, va au niveau du tube digestif entraîner une occlusion qui entraînera la mort de la larve. Le centre de démoustication, c'est son nom, a pour mission de débarrasser les jardins de la métropole bordelaise des moustiques. Ici, c'est l'association Bocal Locale qui assure le suivi des opérations sur le terrain. Moi, je suis arrivé l'année dernière en juin et quand je suis arrivé dans les jardins, les jardiniers me disaient qu'il y avait des moustiques partout et qu'ils ne pouvaient pas rester dans les jardins. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on continue la sensibilisation cette année. Une action d'autant plus importante que la région a été placée en alerte rouge à cause de la présence active de moustiques tigres. Ces derniers peuvent être vecteurs des virus de la dengue, le Zika ou encore le chikungunya. Alors le centre rappelle quelques conseils pratiques pour les éviter facilement. Le but, c'est d'avoir les bons gestes. Et les bons gestes, c'est veiller à ne pas créer de collection d'eau artificielle dans son jardin, dans sa cour, sur son balcon. Donc pour ça, il faut veiller à éliminer, à ranger, à mettre à l'abri tous les réservoirs, arrosoirs, seaux, des choses comme ça. Ce propriétaire a encore une autre astuce, mettre des poissons rouges dans ses récupérateurs d'eau. Ils se font alimenter par les larves et je croise les doigts pour qu'ils tiennent au moins 5 ans. Plus de 80% des gîtes larvaires du moustique commun ou du moustique tigre se situent dans les propriétés privées. Il est donc capital d'œuvrer chacun à notre petite échelle en se débarrassant de toutes les eaux stagnantes de nos espaces verts. Voilà, prudence en ce mois d'août et évitez donc de laisser de l'eau stagner dans vos jardins, dans vos bassines ou en espace extérieur. Cet été, vous profiterez peut-être de votre temps libre pour faire un peu de rangement. Placard, cuisine, salle de bain ou encore bureau. Toutes les pièces de la maison peuvent être optimisées pour gagner en bien-être. Et si vous êtes un peu perdu à ce propos, sachez qu'il existe des professionnels, les home organisers, c'est leur nom, aménageurs d'espace intérieur en français. Cette activité est en plein développement chez nous, exemple à Saint-Nazaire, vous allez le voir avec ce sujet de Télé Nantes, regardez. Delphine, on va aller voir ce cellier. Très bien. Pour le découvrir ensemble. Alors, c'est une très belle pièce. En revanche, c'est vrai que je vois pas mal de catégories d'objets différentes, comme des chaussettes, les outils, la nourriture. Je pense qu'on peut largement améliorer tout cela en optimisant le rangement. Première étape, désencombrer, faire du tri pour laisser la place à un rangement optimisé. Anne-Charlotte est home organizer. Aujourd'hui, elle aide Delphine à réorganiser son cellier. Mon métier permet aussi de réutiliser les objets, les meubles, les choses des personnes sans forcément acheter des choses supplémentaires pour réorganiser. De temps en temps, il y a besoin d'acheter quelques petites boîtes de rangement, mais ça ne nécessite pas de gros investissements pour pouvoir améliorer son organisation. Le confinement vécu avec sa famille dans un 60 mètres carrés à Paris a réveillé la vocation d'Anne-Charlotte, donner aux espaces de vie une cohérence, une fluidité dans l'organisation.
Alors mon credo, c'est le bien-être de votre intérieur est intimement lié à votre bien-être intérieur. Je m'explique. Lorsqu'on a un espace de vie ou un bureau, un espace de travail rangé, on se sent mieux intérieurement. Et le challenge, c'est de faire découvrir le métier aux gens, car ils connaissent les femmes de ménage, ils connaissent les déménageurs, mais les home organizers, ça reste encore très méconnu. Delphine, elle, avait entendu parler de ce métier. Il y a 2 mois, elle avait déjà fait appel à Anne-Charlotte pour l'aider à aménager sa mezzanine en bureau. Cette maman de 2 enfants, actuellement en formation, avait ce projet depuis quelques temps, mais il lui manquait de la disponibilité pour se lancer et se projeter. Le travail à la maison, les enfants, les activités, etc. C'est vrai que je ne trouve pas ce temps nécessaire en fait pour m'occuper de la réorganisation en fait de la maison. Et donc c'est pour cette raison aussi que j'ai fait appel à Anne-Charlotte. Elle arrive dans une pièce et elle a cette capacité en fait à visualiser ce qui peut être fait, comment ça peut se concrétiser. Et elle m'a aidée à trier plus que ce que je pensais pouvoir le faire. Elle m'a fait prendre conscience en fait de tout ce qu'on a et ce qu'on finalement on n'utilise pas. J'aime donner de la vie aux objets et mettre en valeur les trésors cachés au fond des placards pour que ça soit un bonheur visuel pour les clients. Côté prix, les prestations d'Anne-Charlotte oscillent entre 130 et 300 € pour une journée complète. Ils sont majestueux, règnent dans nos espaces verts et nos jardins, pour certains depuis plusieurs siècles. Les arbres remarquables constituent une richesse essentielle pour la conservation de la biodiversité de nos territoires. Et c'est justement pour mieux les connaître que la ville de Limoges s'est lancée dans une opération de référencement. Un arbre remarquable se distingue notamment par sa taille et son envergure. Écoutez à ce propos ces quelques explications au micro d'Alain Drouot, de la rédaction de 7 à Limoges. Il a le temps de grandir et de s'épanouir, de prendre la place qu'il doit prendre. Donc c'est ça qui est déjà un caractère remarquable, c'est qu'on leur laisse le temps de vivre. Là on est sur des essences en plus qui poussent relativement lentement, donc leur foutre la paix, effectivement, ne pas trop les tailler, ne pas trop intervenir, leur permettre de s'épanouir. Et quand on va prendre du recul, on va voir qu'il a vraiment son importance déjà dans ce jardin-là. Et au-delà, si on prenait encore plus de hauteur, on verrait qu'à l'échelle de la ville, il a son pied qui est complètement important pour la canopée urbaine. Protéger les arbres, mais aussi les entretenir. Pour cela, quoi de mieux que l'usage d'une scie. Cet outil historique, vous allez le voir, ne sert pas seulement à couper du bois, il peut aussi être employé comme un instrument de musique. Et oui, la fabrication de la scie musicale est notamment devenue la spécialité d'un habitant de la Loire. Sujet découverte dans ce département avec Morgane Cros de TL7. Regardez et écoutez, c'est étonnant. Dans son atelier, Alexis astique une lame. Non pas la lame de l'outil pour scier, mais une lame sonore. Alexis Faucompré est facteur d'instruments de musique. Depuis 15 ans maintenant, il est devenu le spécialiste de la fabrication de scies musicales. Avant tout musicien, Alexis vient du monde des synthétiseurs. Il aime en jouer un peu partout, autour d'un feu de camp par exemple, alors se déplacer avec, ce n'est pas très pratique. En fait, au départ, je voulais créer une version acoustique de cet instrument qu'on appelle le thérémine, qui est le plus vieux synthétiseur au monde. Un synthétiseur sans clavier qui se joue grâce à une antenne qui contrôle le volume et une antenne qui contrôle la hauteur de la note. Mais pour pouvoir avoir cette sonorité-là, il me fallait un ampli, d'électricité. Donc en gros, j'ai voulu fabriquer un synthétiseur acoustique. De cette quête du son, Alexis s'en fabrique d'abord un pour son usage personnel. Cela nécessite beaucoup de recherche. Il étudie le brevet déposé dans les années 30 par un Français et tente de l'améliorer. Il crée sa propre version en respectant au mieux les préconisations de l'époque. La lame a une forme trapézoïdale. Ça permet d'avoir 2 formes d'ondes qui se créent quand on fait vibrer l'instrument. Et cette forme d'onde, elle se rejoint au centre. Ce qui fait qu'on a un son qui est très riche et très puissant. Très vite, des musiciens désireux d'acquérir une lame de qualité frappent à sa porte. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché, que par exemple les cirques cherchaient des scies musicales depuis de nombreuses années et que des musiciens comme Olivier Ruiz, comme les Tite Nacelle, les orgues de Barbac utilisaient cet instrument depuis très longtemps. Muni d'une crosse à caler entre les genoux et d'un poignet d'inflexion tenu par la main, la scie musicale se joue par le simple effleurement d'un archet. Il y a 4 octaves, plus on tient la lame pliée et tendue vers le bas,
plus on obtient un son aigu. J'essaye de voir le son le plus grave et le son le plus aigu. L'artisan d'art Alexis fait réellement du sur-mesure. Aujourd'hui, il électrifie l'instrument acoustique. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse demande de la part des musiciens électroniques. Donc j'ajoute un jack et un petit capteur, un petit microphone ici. Ça permet de brancher l'instrument comme une guitare électrique directement sur des effets, sur un ampli. Les lames d'Alexis sont aujourd'hui jouées partout dans le monde. Chaque année, ce sont entre 40 et 50 scies musicales qui sont fabriquées dans son atelier à Riorges. La passion pour la musique et l'artisanat nous conduisent désormais sur l'île de Beauté, et plus précisément dans l'atelier d'un luthier, Hugo Casalonga. Il reçoit plusieurs instruments à cordes, dont la cetera, un instrument typique de la Corse, mais aussi des instruments de l'époque médiévale. Un travail historique basé sur le savoir et l'imagination personnelle. Ces explications au micro d'Alban Gingembre pour Via Télépaïsé en Corse. Là, il ne nous est pas parvenu d'instruments. Donc la base de documentation, c'est des documents iconographiques, que ce soit des enluminures, peintures, vitraux, fresques. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations, plus certains traités de l'époque. Après, ce sont des tracés géométriques. C'est mon interprétation avec des règles du tracé du Moyen-Âge. Et c'est ça que j'aime bien parce que ça offre, je dirais, un peu plus de liberté, quoi, et d'interprétation personnelle. De la musique à la lecture dans ce grand JT des territoires. Nous avons le plaisir d'être en duplex maintenant avec le directeur général de Paris Match, Patrick Mahé. Bonjour Patrick Mahé. Bonjour à vous Cyril Viguier. Paris Match est encore lu cet été par de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Alors dites-nous pourquoi Paris Match est-il au fond un magazine de proximité et des territoires surtout. 75 ans depuis sa création en 49 et qui s'est implanté tout de suite dans les territoires. Sa création, même s'il s'appelle Paris Match, suite au magazine Match d'avant-guerre, eh bien, ce sont les territoires qui lui ont fait sa grande santé. Paris Match a une longue histoire qui reflète l'histoire de notre pays aussi. Patrick Mahé. Franchement, effectivement, Paris Match, un journal qui va vers ses 75 printemps, qui reste donc printanier, estival, dans l'esprit. Jean Prouvost, qui l'a créé, disait « Paris Match, c'est le journal de la famille ». Raymond Castan, qui était le premier rédacteur en chef, disait, avec un petit accent de rocaille, « Paris Match, c'est le journal qu'on n'oublie pas dans les trains ». Ça veut dire quelque chose. C'est que les gens qui sillonnaient le pays pouvaient acheter une foultitude de journaux. Il y en avait un qu'ils apportaient chez eux, c'était Paris Match. Et c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui que dans des familles, des gens ont des collections entières du journal qu'ils ont hérité de leurs grands-parents ou de leurs parents. Il y a une transmission à travers Paris Match. Patrick Mahé, en quoi Paris Match reste-t-il moderne malgré le temps qui passe ? Dès qu'un événement se passe dans un territoire, c'est pas les marins-pêcheurs par exemple, ou la grande sécheresse, les sécheresses qu'on annonce avec la canicule, Paris Match est là. Paris Match est là pour raconter des histoires humaines, des histoires qui sont souvent évoquées et qui passent trop vite ailleurs et que nous, au contraire, nous perpétuons. Merci Patrick Mahé d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Très bel été à vous et à toute la rédaction de Paris Match. À très vite dans ce journal. À 90 ans, il est l'un des derniers rescapés de la rafle du Veldiv de juillet 1942. Après le cinéma et un livre, Joseph Weissmann raconte désormais son histoire dans une BD. Elle est intitulée « Après la rafle ». Celle-ci décrit notamment son évasion d'un camp d'internement avec un ami. Une histoire bouleversante, vous allez le voir. Dans la Sarthe, Laure Girard a assisté à une rencontre de l'auteur avec le public. Un reportage émouvant pour LMTV Sarthe, regardez. Dans la bande dessinée comme dans le livre qui l'a précédé, Joseph Weissmann commence le récit de son histoire par son évasion avec son copain Joe, celle du camp de Baume-la-Rolande dans le Loiret, lieu de transit avant déportation des Juifs pendant la guerre. Le symbole est clair, grâce à cet acte, Joseph choisit la vie. Car le surlendemain, j'aurais sans doute été déporté et aujourd'hui mes cendres blanchiraient sur les cendres qui sont à Auschwitz.
Le 7 mai 2022, une rencontre est organisée dans une librairie du Mans. Comme à chaque fois, la salle est comble et pleine d'enfants qui posent de nombreuses questions, notamment celle-ci. Mais pourquoi avez-vous jeté votre casquette alors que vous avez réussi à traverser plusieurs mètres de barbelés ? J'ai jeté ma casquette de l'autre côté, j'étais tellement soulagé. C'était une manière d'exprimer à la fois mon soulagement et la réussite. Quand je témoigne, je suis un enfant. Et lorsque je leur dis d'ailleurs souvent à mes élèves, vous ne voyez pas devant vous le grand-père que je suis, mais c'est l'enfant de 11 ans qui va vous raconter ce qui s'est passé. Et je leur parle parce que ça aurait pu être eux. Et d'ailleurs, beaucoup se sont immergés, et les parents, en disant « je vois ma fille de 11 ans, je vois mon fils de 11 ans ». Et donc, il faut savoir que les enfants ne sont pas à l'abri non plus. Dans les guerres qu'on fait aujourd'hui, on fait de la guerre aux enfants, ce qui n'existait pas avant. Vous voyez ce qu'on peut faire à des enfants, ça n'aurait jamais dû exister. Il y aurait dû y avoir des révoltes, ça n'a pas été fait. Si un jour vous vous trouvez dans cette situation, ne l'acceptez pas. Depuis sa rencontre avec Simone Weil lors d'un colloque en 1996, Joseph Weissmann n'a de cesse de témoigner de l'horreur du régime nazi, sans haine, mais avec une grande lucidité. Je crois que c'est surtout une grande leçon d'humanité que M. Weissmann donne à l'Assemblée, donc toutes tranches confondues, toutes tranches d'âge confondues. L'espoir naît de l'action, né du refus de la fatalité, un message toujours actuel. Si par exemple, dans le monde entier, tout le monde se soulevait, il y avait tous les jours des millions de gens qui manifestent contre Poutine, contre la guerre, ça ferait peut-être quelque chose, mais on ne fait pas assez. Un témoignage qui nous oblige. Après la rafle était un roman, un film, et dorénavant, une bande dessinée adaptée aux plus jeunes. Voilà, un beau message délivré, une idée de lecture en ce mois d'août ou pour la rentrée aussi. Une idée en voilà une autre, une exposition consacrée à Goldorak, rien à voir, le fameux dessin animé japonais qui a marqué, vous le savez, toute une génération d'enfants. Et puis, bonne nouvelle pour les adultes, désormais, le robot justicier de l'espace est sur Terre pour une exposition donc à Amiens. Un rendez-vous forcément gigantesque qui nous replonge dans le plaisir plus de 40 ans en arrière. Sujet de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Derrière cette bande originale bien connue, toute une génération retombe en enfance. Le temps d'une exposition, Actarus et son emblématique robot reprennent du service à la Maison de la Culture d'Amiens. S'y retrouvent les fidèles du Prince de Fort, ceux qui ont suivi ses aventures à l'antenne en 78 et tous ceux qui ont déjà au moins une fois entendu le nom de Goldorak. C'était un rendez-vous qui était vraiment incontournable. On a les DVD, on a des figurines, c'est toute mon enfance, c'est une idole. C'est ma mère qui m'en parlait en fait, génération Lys 31, Albator, Goldorak, et donc en fait plus curieux de découvrir pour la première fois ce matériau-là. 40 ans après la parution du dernier tome de la série, un collectif d'auteurs offre une suite à cette icône de la pop culture. Parmi eux, un spécialiste de la science-fiction, Denis Bajram. En reprenant tous les codes du manga, ces thèmes récurrents tels que la lutte du bien contre le mal, il dépoussière le héros nippon. Notre nostalgie, nos souvenirs d'enfance incroyables, parce qu'en fait, ce qu'on a vu quand on est gamin, c'est toujours énorme. On a essayé de le refaire avec les moyens d'aujourd'hui, nos moyens déjà d'auteur, mais même enfin, tout ce qu'on a appris. Au-delà des fascicules, figurines et autres produits dérivés, l'opportunité se présente aux visiteurs de découvrir la genèse de ce Goldorak à la française. C'est assez ludique comme exposition parce qu'en fait, vous allez voir les étapes de création de la bande dessinée en fait, en partant du scénario. Et en suivant sur le storyboard et sur les pages couleurs finalisées en fait. C'est vraiment très intéressant parce que voilà, ça permet de découvrir aussi le métier de créateur de BD. L'exposition de Goldorak à Goldorak durera jusqu'en octobre, ce qui laisse le temps aux nostalgiques et aux néophytes de venir prendre non pas un coup de vieux, mais peut-être un fulgure au poing. Voilà, partons désormais à la découverte des richesses naturelles de nos régions. En Occitanie, les gouffres géants de Cabrerspin font partie des plus belles cavernes d'Europe. Leur histoire remonte à l'âge de bronze et leur immensité ne laisse personne insensible. Une plongée souterraine saisissante avec Anne-Sophie Pellegrini de la rédaction de Via Occitanie. Regardez.
Donc voilà, on approche de l'entrée naturelle. D'ailleurs, on sent l'air frais qui sort des profondeurs. Il y a 54 ans, 2 adolescents, membres du Spéléo Club de l'Aude, Gérard Bratt et Jean Guiraud, se dirigent vers la grotte Logaunias. Depuis plusieurs années, les spéléologues pressentent que le réseau cache un trésor et les explorations vont bon train. Et ce sont les 2 amis âgés d'une quinzaine d'années qui découvrirent le gouffre de Cabrespine. Ces 2 jeunes explorateurs, à l'époque ils étaient ados, ont vu une chauve-souris qui partait par une crevasse. Ils se sont aperçus, ils ont senti un courant d'air, comme aujourd'hui, on sent l'air frais qui sort. Ils ont commencé à élargir cette fissure. Ils sont tombés sur un petit boyau, une galerie étroite de 100 mètres. Cette entrée naturelle est aujourd'hui protégée par le réseau Natura 2000, car abritant une vaste colonie de chauves-souris. Ouverte au public en 1988, on entre dans le gouffre par une seconde entrée. Un gouffre que l'on voit tel que l'ont vu les premiers explorateurs, aménagé sur 200 mètres de hauteur et avec une passerelle de verre qui s'étage sur 4 niveaux. Là, on est face à une grande paroi stalagmitique. Alors, on devine une ancienne arrivée d'eau face à nous, puisqu'il faut savoir que le gouffre a été creusé par une rivière souterraine il y a de cela plusieurs millions d'années. Donc une fois que le vide s'est créé, des arrivées d'eau annexes se sont produites. Et cette calcification en face de nous, qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui est très très ancienne, prouve une ancienne arrivée d'eau. On peut deviner une ancienne cascade qui devait couler là il y a quelques millénaires en arrière. Il fallut attendre 20 ans aux premiers explorateurs pour contempler l'ampleur de ces beautés. Les premiers spéléologues sont rentrés ici. Ils avaient à l'époque de simples lampes acétylène, donc c'était, vous savez, ces petites flammes sur le casque. Et quand ils sont arrivés dans cette immense salle, ils percevaient l'immensité des lieux par rapport à la résonance des voix, par rapport à l'écho, mais ils avaient du mal à apercevoir le plafond quand ils étaient au fond. Chaque étage a ses trésors, chaque concrétion un nom. Cierge, fistulose de calcite, lustre et chou-fleur. Non, elle, c'est l'aragonite, vue de très près. L'aragonite qui est vraiment ce qu'on va retrouver de plus précieux et de plus rare dans le milieu souterrain, c'est le Graal des spéléos. Et ça fait penser un petit peu à du corail ou à des parois qui auraient été givrées avec des cristaux de glace. Et puis on trouve un autre type de roche, moins acérée, plus ronde, moulée et transportée ici par la main de l'homme. À l'intérieur, la cuvée l'amphore qui repose dans des conditions optimales, soit une température constante de 14 degrés et un taux d'humidité de 90% minimum. Le vin va vieillir donc dans ces conditions de température constante et on va agir vraiment sur la structure du vin par une micro-oxygénation. Ça va apporter plus de finesse et plus de douceur, faire évoluer les arômes plus rapidement. Le gouffre de Cabrespine accueille près de 80 000 visiteurs par an et fait partie d'une des plus belles cavernes d'Europe. Direction la Martinique pour terminer cette édition avec d'autres images éblouissantes, celle d'un volcan totalement décapité par l'érosion. À Sainte-Anne, la savane des pétrifications, c'est son nom, offre un paysage quasi lunaire, aussi incroyable que spectaculaire. Jean-Marc Dabreux et Teddy Albert de la rédaction de Via ATV en Martinique nous y conduisent pour une escapade volcanique. Regardez. Au sud de la Martinique, bordée par la mer des Caraïbes, une plaine aux faux airs de désert. La savane de pétrification ou la promesse d'un dépaysement garanti. Au beau milieu de cet espace inattendu, nous croisons ce groupe de randonneurs habitués des lieux. Quand je viens ici, en fait, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas être en Martinique, en fait, quand j'ai besoin de sortir un peu dans mon île, sans partir. Visiter la savane de pétrification, c'est aussi faire une balade dans le temps. Il y a 23 millions d'années, l'île aux fleurs est née ici. Il reste encore des traces de cette époque lointaine. Oui, là, je viens de ramasser un morceau de bois pétrifié, dit pétrifié, mais en réalité, c'est du bois silicifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bois à l'intérieur. En fait, le bois, il est fibreux, un bout de bois pourri. Et ce bois a été traversé par des remontées hydrothermales, c'est-à-dire de l'eau riche en silice. On se retrouve au cœur d'un volcan, totalement décapité. Nous sommes en train de réaliser là, le rêve un peu fou de Jules Verne, c'est-à-dire pouvoir rentrer au cœur d'un volcan. De ce passé volcanique découle un sol argileux et très fertile. Une terre idéale pour la culture du melon,
Cette exploitation d'une centaine d'hectares y était plantée depuis une quinzaine d'années. Les plantes sont puissantes et nous donnent un produit de grande qualité. Donc le fait d'être à proximité de cette zone nous fait partager la chance d'un terroir exceptionnel. Une nature généreuse et captivante, ce photographe professionnel en a fait son terrain de chasse favori. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Là, on parlait du paillet en queue, mais on vient de voir le balbuzard pêcheur passé. Il y a la frégate, le pélican. On a l'impression d'être sur l'eau avec les oiseaux. Jadis, point le plus haut de l'île, la savane de pétrification offre aujourd'hui un panorama unique sur la Martinique. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de l'été. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.